Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré à la dématérialisation et plus spécifiquement aux données essentielles dans les marchés publics et les concessions. Alors l'échéance du 1er octobre 2018 approche à grands pas. À cette date, les acheteurs devront dématérialiser la procédure de passation de leur marché public, dont le montant est supérieur ou égal à 25 000 € hors taxes, et publier les données essentielles de ces contrats sur leur profil d'acheteur. La dématérialisation prend des formes très variées selon que l'on se place au stade de la préparation des marchés, des procédures de passation, de contrôle, etc. Compte tenu de ces évolutions, les acheteurs publics doivent dès maintenant se préparer. Quelles sont les nouvelles obligations d'open data dans les contrats? Quelles sont les clauses à intégrer dans les marchés publics et les contrats de concession? La responsabilité des collectivités publiques peut-elle être engagée dans le cadre de la gestion de ces données? Scheherazade Aboub, avocat au sein du cabinet Parme Avocat, va, au travers d'une présentation synthétique, répondre à ces différentes questions. Alors, avant de vous laisser la parole, Maître, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. On va essayer effectivement de manière synthétique de traiter l'ensemble des points se rapportant aux données essentielles dans les marchés publics et les concessions. Donc, au sommaire de cette présentation, 3 points. Quelles sont les nouvelles obligations d'open data dans les contrats? Quelles sont les clauses types à intégrer dans les contrats, puisqu'il ne suffit pas de rappeler les textes, il faudrait voir aussi comment on peut adapter vos contrats. Et enfin, quelle responsabilité des collectivités dans la gestion de ces données publiques. Du coup, pour avancer, on fait comme ça. Non. Ah d'accord, donc ça fonctionne. Donc on va commencer par les nouvelles obligations d'open data dans les contrats. L'open data, d'abord, il est important de rappeler que ce n'est pas un phénomène nouveau. Pour un seul et même contrat de concession, on constate à ce jour un empilement des différentes obligations d'open data qui sont venues se rajouter au fil des années. D'abord, on avait une obligation au titre de la loi CADA de transmettre sur demande l'ensemble des données publiques, en ce compris les données des contrats. Depuis la loi Le Maire, République numérique, le Code des relations entre le public et l'administration a été édicté et a intégré le passage d'une logique de demande d'accès à celle, donc logique de la loi Le Maire, logique de mise à disposition spontanée des données publiques. Ça, c'est une première obligation d'open data qui s'applique à toutes les données publiques et qui comprend donc les contrats. La deuxième, celle qu'on examinera plus particulièrement aujourd'hui, c'est celle portant sur les données essentielles. Donc cette obligation, elle est issue des nouveaux textes, ordonnances et décrets, concessions et marchés, on y viendra plus tard, mais en tout cas pour les concessions, il est prévu l'obligation de mettre à disposition sur le profil acheteur les données essentielles avant le début d'exécution du contrat et à l'occasion de chaque modification, on y reviendra. Au titre du Code général des collectivités territoriales, une obligation qui est passée un peu à la trappe, mais qui existe toujours, c'est celle de l'article L. 1411-13 qui prévoit que dans les communes de plus de 3500 habitants, les collectivités sont tenues de mettre à disposition du public en mairie, donc en consultation, des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués. Donc c'est très large. On comprend donc que, en tout cas, les contrats de DSP doivent être consultables dans les communes de plus de 3500 habitants sur place. Il y a également un certain nombre de dispositions sectorielles. J'ai cité ici les transports, mais on aurait pu parler des dispositions sectorielles dans le secteur de l'eau, de l'assainissement ou encore de l'énergie. La particularité des dispositions sectorielles en matière de transport, c'est qu'on a un nouveau flux d'open data. Un flux d'open data qu'on connaît tous d'ailleurs, c'est l'obligation pour le délégataire transport de mettre à libre disposition et de manière immédiate et gratuite l'ensemble des données transport, donc c'est les tarifs, les horaires, ou encore l'évolution de la fréquentation, c'est des données auxquelles nous avons accès, nous citoyens, soit en nous connectant sur les applis des transporteurs, soit en nous connectant sur les applis des délégants, mais en tout cas, c'est des données qu'on a à disposition et qui sont directement mises à disposition par le délégataire. Enfin, la notion de données d'intérêt général, issue de la loi pour une république numérique, c'est encore une nouvelle notion qui vient se superposer à celle de données essentielles. Les données d'intérêt général
dans la loi pour une république numérique sont considérées comme les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public par le concessionnaire et mises à disposition de la personne publique concédante. Donc là, on est encore un flux supplémentaire de data, puisque c'est l'obligation pour le délégataire, qui a été intégré à l'article 53.1 de l'ordonnance concession, obligation pour le délégataire de mettre à disposition du délégant les données du service public. Alors pourquoi avoir ouvert les données essentielles des contrats et des marchés publics? Pour plusieurs raisons. En tout cas, ça vient satisfaire différents objectifs du côté des acheteurs, du côté des opérateurs et encore du côté du citoyen. Du côté des acheteurs, la publication des données essentielles va s'inscrire dans le processus de transparence et va permettre d'assurer un suivi systématique et précis, mais surtout d'avoir une meilleure vision des pratiques contractuelles des autres autorités publiques. Vous, au quotidien, vous le savez, lorsque vous passez un marché public, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'a fait une autre collectivité dans ce même secteur et de faire ce qu'on appelle des benchmarks, en tout cas du sourcing préalablement à la passation du marché. Donc ça, vous allez pouvoir le faire puisque vous aurez une meilleure vision de la pratique contractuelle des autres collectivités. Du côté des opérateurs économiques, là encore, ça va être très utile aux entreprises qui, elles, n'ont pas toujours une bonne vision de l'état du marché lorsqu'elles répondent à un appel d'offres. Donc là encore, elles vont pouvoir consulter de manière libre et gratuite les données essentielles pour pouvoir mieux se positionner et du coup mieux répondre à vos appels d'offres. Du côté des citoyens, c'est ce que je disais au tout départ, ça continue à répondre à l'objectif de transparence de l'action publique, de façon à renforcer la confiance qu'a le citoyen dans l'action publique et prévenir surtout l'éventuelle corruption susceptible de se produire. Alors venons-en au fait, qu'est-ce que l'ouverture des données essentielles dans les marchés et les contrats de concession? De manière synthétique, qu'est-ce que prévoient les textes, ordonnances et décrets? L'ordonnance et le décret relatif aux marchés publics, ainsi que l'ordonnance et le décret relatif aux concessions, donnent la même définition de données essentielles. Les données essentielles comprennent, tant pour les marchés publics que pour les concessions, les informations suivantes: l'identification de l'acheteur ou de l'autorité délégante, la nature et l'objet du contrat, la procédure de passation utilisée, le lieu principal d'exécution des prestations, la durée du contrat, son montant global, l'identification du titulaire et la date de conclusion du contrat. Finalement, ça rappelle un certain nombre d'informations qu'on met déjà à disposition de tous. C'est les informations que l'on publie lorsqu'on passe un marché ou une concession, lors de l'avis de publicité initial, mais également lors de l'avis d'intention de conclure ou encore lors de l'avis d'attribution. Donc on se rend compte que ces données essentielles, dans ces données essentielles en tout cas, il n'y a rien de bien nouveau. On va voir ce qui change vraiment dans les nouveaux textes. Dans l'ordonnance et le décret relatif au marché, il y a cette obligation de mettre à disposition sur le profil acheteur les données essentielles dès la conclusion du marché. Mais ça, finalement, si vous faisiez votre avis d'attribution ou votre avis d'intention de conclure, vous le faisiez déjà. Ce qui change, en revanche, c'est le fait de devoir mettre à disposition chaque année et à l'occasion de chaque modification l'objet de la modification, les incidences de la modification sur la durée du contrat, voire sur la valeur du contrat ainsi que sur les tarifs. Et ça, pour le coup, j'insiste là-dessus, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que dès lors que vous allez passer un avenant, donc dès que vous allez modifier votre contrat, il va falloir que vous publiez un avis d'information à destination de tous sur cet avenant. Et j'insiste là-dessus puisque vous le savez tous, un avenant peut avoir des impacts plus ou moins substantiels sur l'économie de votre contrat. Et bien souvent, on passe des avenants qui sont relativement limites et on espère en tout cas qu'ils ne soient pas trop visibles. Bon, là, ce sera plus possible de se dire que ce sera pas trop visible puisque vous allez devoir les mettre à disposition de tous, ces informations. Donc, je pense qu'on pourra, s'il y a des questions, revenir sur la manière dont vous allez devoir publier ces informations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que désormais, chaque modification apportée au contrat doit être publiée. Dans l'ordonnance et le décret relatif aux concessions, on retrouve les mêmes obligations. Il y en a juste une supplémentaire. C'est le fait de devoir mettre à disposition chaque année les données relatives à l'exécution du contrat de concession. Et en fait, quand on lit les textes, on comprend que chaque année, vous allez devoir faire en quelque sorte une mini-résumé de l'exécution de la concession, c'est-à-dire en fait peut-être une espèce de synthèse du rapport annuel qui vous est transmis par votre délégataire. Donc là encore, je pense qu'on s'interrogera sur le niveau de détail et de précision auquel on doit parvenir lorsqu'on publie de telles données.
Pour l'instant, les textes, que ce soit pour les modifications ou pour les données relatives à l'exécution du contrat, sont relativement peu précis. Donc je pense que dans un premier temps, on pourra se contenter d'être synthétique, mais on pourra y revenir si toutefois vous avez des questions. Alors, pour résumer, quelles sont les 8 questions pratico-pratiques à se poser lorsque on va publier nos données essentielles? La première question, c'est déjà quel type de contrat je dois publier. Ça a été rappelé en introduction, tous les marchés publics supérieurs à 25 000 € doivent être publiés et l'ensemble des contrats de concession, quel que soit leur montant, doivent faire l'objet d'une publication. Quelles données doivent être publiées? Donc ça, on l'a vu. Les textes ont bien fixé les listes spécifiques à chaque contrat, avec cette idée que la notion de données essentielles, elle, pour le coup, est commune au marché public comme aux concessions. Comment dois-je publier les données essentielles de mes contrats? Pour le coup, les textes ne fixent pas une obligation impérative. Il est surtout recommandé de publier ces données sur son profil acheteur ou sur toute autre plateforme de mutualisation existante. Donc on sait qu'il y a des plateformes de mutualisation au niveau local. Je vous ai mis l'exemple de la région Bretagne. Mais l'État incite également à la publication sur son site data.gouv.fr qui est une plateforme nationale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'entre vous, votre profil acheteur vous adressera des notifications pour vous proposer ce nouveau service qui est de publier vos données essentielles. Quand dois-je publier les données essentielles de mes contrats? Donc, il est recommandé de publier les données essentielles le plus tôt possible, donc avant l'entrée en vigueur du contrat, à travers notamment l'avis d'intention de conclure, c'est ce que vous faites déjà. Moi, je vous recommande et je vous conseille vivement de faire avant l'entrée en vigueur du contrat compte tenu des délais de recours, avant l'entrée en vigueur de la modification, de la même manière pour les délais de recours, et au plus tard, ça c'est une fiche de la Direction des affaires juridiques de Bercy qui nous dit au plus tard 2 mois à compter de la notification ou de la modification. On retrouve là encore notre délai de recours au fond contentieux. Combien de temps mes données essentielles doivent rester publiées? Donc là encore, le ministère est venu préciser les choses et les données essentielles doivent rester disponibles 5 ans à compter de la fin d'exécution du contrat. Donc il faut vraiment intégrer cette obligation. Selon quel format dois-je publier mes données essentielles? Donc ça, c'est plutôt pour les informaticiens, mais c'est intéressant de dire qu'un arrêté est venu fixer des référentiels obligatoires pour l'interopérabilité entre les plateformes et qu'il a prescrit les données et les formats dans lesquels les données doivent être publiées, donc XML ou JSON. Selon quel niveau d'accessibilité? Là, les principes sont très clairs dans les textes. Les données essentielles doivent être accessibles librement, directement, gratuitement, en consultation et en téléchargement. Selon quelle licence de réutilisation? Donc là, sans rentrer dans le débat sur les licences, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un décret du 27 avril 2017 qui a prévu 2 licences de réutilisation. Pour l'instant, ce texte n'a pas évolué. 2 licences de réutilisation, une licence ouverte et une licence dite ODBL. La licence ouverte, on appelle aussi licence française et licence ODBL, licence anglo-saxonne. Pourquoi? Parce que la licence ouverte, elle a été créée par Etalab et elle permet la réutilisation la plus large, alors que l'Open Database licence, qui elle est d'origine anglo-saxonne, est beaucoup plus restrictive. Donc, on en a fini pour ce qui était du cadre juridique relatif aux données essentielles. Maintenant, une fois qu'on a posé ce cadre juridique, il est intéressant de se pencher sur les types de clauses qu'on pourrait intégrer dans les contrats. L'idée aujourd'hui, c'est de pas vous donner des clauses types à intégrer directement, mais plutôt de fixer les grands objectifs qu'il va falloir poursuivre dans les futurs contrats pour les adapter à ce nouveau cadre juridique. D'abord, et avant de rentrer dans ces principaux objectifs, on va rappeler quels sont les principaux enjeux liés à la data dans vos contrats. Moi, j'estime qu'il y a 3 types d'enjeux à bien distinguer les uns des autres. Le premier enjeu, c'est l'accès des citoyens aux données publiques, open data. Le deuxième enjeu, c'est comment le délégant ou le pouvoir adjudicateur va récupérer les données de ses propres services publics. Et le troisième enjeu, qui est directement lié au second, c'est la manière dont le délégant ou l'acheteur public va prendre la responsabilité du traitement des données à caractère personnel. Le premier enjeu, l'accès des citoyens aux données publiques, c'est en fait l'open data,
dont on a déjà parlé un petit peu avant, et qui prévoit effectivement qu'on doit passer dans une logique de généralisation massive de la diffusion et de la mise à disposition des données publiques. Du côté des acteurs privés, on l'a vu aussi, ils vont avoir de plus en plus d'obligations et ils vont surtout être contraints et forcés de transmettre les données des services publics qu'ils détiennent. Seulement, il ne suffit pas d'inscrire cela dans les textes pour que pour autant les délégataires s'empressent de nous donner l'ensemble des données qu'on sollicite. C'est pour ça qu'en enjeu numéro 2, je dis comment on récupère les données de ces services publics. Du côté des acteurs publics, le constat de ces dernières années, c'est que ça devient très compliqué de récupérer l'ensemble des données d'un service public. Et souvent, pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué parce que, et je pense surtout à des secteurs tels que l'eau ou l'énergie, où sont en jeu des données de consommation, donc des données à caractère personnel. Comme l'opérateur privé gère des données à caractère personnel, qu'il en est le seul à en être responsable, il refuse de transmettre au délégant ces données à caractère personnel en estimant que le délégant, lui, n'est pas responsable et surtout n'a pas la même responsabilité que lui sur les données personnelles. Donc, il bloque la transmission de données qui sont pourtant une mine d'or pour l'acheteur, tout comme pour le délégant, en particulier lors du renouvellement du contrat. Et c'est pour ça que je disais que finalement les enjeux numéro 2 et 3 étaient liés entre eux, puisque pour avoir la plénitude des compétences sur les données de vos services publics, il faut également avoir la plénitude de la responsabilité. Donc pour récupérer l'ensemble de ces données, l'objectif à poursuivre dans les contrats, c'est de voir comment vous allez pouvoir prendre la responsabilité du traitement des données à caractère personnel, qui sont les données les plus sensibles et pour lesquelles vous allez avoir beaucoup de mal à récupérer, que vous allez avoir beaucoup de mal à récupérer auprès de vos partenaires. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis, en tout cas, ce troisième enjeu, et qu'on va voir ensuite au niveau des clauses comment est-ce que ça peut s'articuler. Alors, on va reprendre enjeu par enjeu quels types d'objectifs peuvent être poursuivis par les contrats. Dans les contrats, et au titre de l'accès à la donnée, on peut prévoir, et ça c'est le principe, que l'ensemble des données collectées ou produites par le concessionnaire ou le titulaire du marché, dans le cadre de ces missions de service public, sont des documents administratifs dès l'origine. Ça paraît simple, ça paraît évident, mais pour autant, c'est pas souvent prévu dans les contrats, et le fait que ce soit pas prévu peut donner lieu à des interprétations de la part du partenaire qui estimera que seule une partie des données sont des données à caractère public et que d'autres données, alors même qu'il s'agit d'un service public, sont purement privées. En réalité, l'ensemble des données produites et collectées à l'occasion d'un service public doivent être considérées comme des données publiques dès l'origine. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite ça? On souhaite ça parce que ça nous permet de soumettre l'ensemble de ces données au cadre juridique de la loi Le Maire et du Code des relations entre le public et de l'administration. Dans la mise en œuvre, il peut être également prévu que dès lors qu'il ne s'agit pas de données à caractère personnel, toutes les données collectées ou reçues dans le cadre de l'exécution du contrat pourront être mises à la disposition du public, après bien évidemment l'accord du concédant ou de l'acheteur public. Ça nous permet d'une part de rappeler qu'on est soumis au cadre des données publiques et d'autre part d'instituer en tout cas l'obligation d'open data de la loi Le Maire à la charge de son concessionnaire. On en arrive à cette nouvelle obligation qui pourrait être la vôtre au titre de la responsabilité du traitement. Le principe, ce serait, et ce que je vous ai déjà rappelé, de dire que vous allez prendre la responsabilité du traitement des données à caractère personnel. Mais on ne va pas simplement se contenter de le dire, on va aussi s'appuyer sur un raisonnement juridique. On va s'appuyer sur un raisonnement juridique issu des dispositions de la loi CNIL, telle que récemment modifiée par le RGPD. Et en fait, dans la loi CNIL, on voit que la notion de responsable de traitement fait l'objet d'une définition spécifique. Dans la loi CNIL, le responsable de traitement, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens de mise en œuvre du traitement. Or, finalement, dans une délégation de service public, voire même dans un marché public, c'est bien le délégant ou l'acheteur qui détermine les finalités et les moyens de mise en œuvre du traitement des données du service. Donc, en inscrivant cette phrase-là et ce présupposé-là, vous pouvez tout à fait prendre la responsabilité du traitement des données à caractère personnel et par conséquent assumer l'ensemble des obligations et des responsabilités qui en découlent. Dans la mise en œuvre, on ne va pas pour autant
laisser le délégataire en dehors de tout traitement des données à caractère personnel. Déjà parce qu'en pratique, c'est impossible. Il faut au contraire conserver le délégataire dans la boucle. Et donc prévoir que ce délégataire ou ce partenaire devienne un sous-traitant du responsable de traitement. Alors attention, la notion de sous-traitance n'est pas celle qu'on connaît en contrat. Là, c'est la notion de sous-traitance telle qu'elle est définie par la loi CNIL. La loi CNIL contient une définition de la notion de sous-traitant, qui est la personne en fait qui rend compte au responsable de traitement du traitement des données à caractère personnel. Donc en fait, c'est celui qui traite les données à caractère personnel sous le contrôle du responsable de traitement. Et donc si on l'adapte à nos contrats publics, il suffirait ainsi d'indiquer que si le délégant ou l'acheteur public décide d'être responsable de traitement, le sous-traitant, le traitement sera sous-traité à son partenaire sous le contrôle du délégant ou de l'acheteur public. Parfois, ce montage ne sera pas toujours possible. Je dis parfois parce qu'il faut se préparer à entrer en négociation sur ces clauses avec vos futurs délégataires et il est possible que pour certains traitements, en tout cas, ce montage ne soit pas possible. Mais ça restera minoritaire, c'est-à-dire que sur une énorme partie, en tout cas la majorité des données qui seront concernées, seules quelques-unes ne pourront pas faire l'objet de ce schéma. Et enfin, pour finir, une question qui revient souvent, comment conserver la propriété de la donnée issue des contrats? On le sait, il est préférable en tout cas d'évoquer ce sujet lors de la négociation d'un contrat. Négociation d'un contrat où on a le plus de marge de manœuvre. Et lors de la négociation d'un contrat, là encore, le raisonnement juridique pourrait être le suivant, c'est de considérer que l'ensemble des données nécessaires à l'exploitation du service ainsi que l'ensemble des données et bases de données doivent être propriété du délégant ou de l'acheteur en ce qu'elles sont nécessaires pour assurer la continuité du service public. Donc là, afin de pouvoir avoir l'entière et pleine propriété sur les données, on s'appuie sur cette idée de nécessaire pour assurer la continuité du service public. Enfin, à la fin du contrat, il faut également prévoir des clauses afin que le délégataire s'engage à ce que tous les contrats de services informatiques et de licence soient transférables à leur échéance au délégant ou à la régie ou au nouvel exploitant, dès lors que, là encore, ils sont nécessaires à l'exploitation du service. C'est important d'inclure les contrats de services informatiques ou de licence parce que ce sont les supports des données. Et souvent, certains contrats ou certains éditeurs, et dans la manière dont les contrats en tout cas ont été passés entre votre délégataire et ses sous-traitants, éditeurs de services informatiques, il peut y avoir des clauses qui ne permettent pas la transmission de toutes les données. Donc là encore, il faut se protéger contre ces clauses et surtout faire porter l'obligation à votre partenaire de faire en sorte que l'ensemble des droits vous soient transférables à l'échéance de ces contrats. Une fois qu'on a vu les clauses et qu'on a rappelé le cadre juridique, il est important de comprendre en tout cas quelles sont les nouvelles responsabilités qui sont les vôtres dans la gestion de ces données. On a un peu évoqué la responsabilité que vous avez dans la gestion et le traitement des données à caractère personnel et on va justement y revenir puisqu'aujourd'hui, et vous le savez, vous êtes soumis à un cadre juridique plus robuste qui est constitué par le RGPD dont on a dû vous parler à plusieurs reprises. Donc, quelle responsabilité de la collectivité dans la gestion de ces données issues de ces contrats? Moi, je vois deux titres de responsabilité. Une première responsabilité au titre des obligations en matière d'open data. Et une autre type de responsabilité, je viens de le dire, au titre du traitement des données à caractère personnel. Au titre des obligations en matière d'open data, finalement, on n'a pas énormément de choses qui nous sont dites dans les textes, mais on peut réfléchir par analogie avec ce qu'on connaît déjà bien, qui est le refus de communication de documents par l'administration et l'éventuelle saisine de la CADA. C'est-à-dire que si demain, vous ne mettez pas à disposition de manière spontanée vos données sur votre portail, il est possible que vous soyez saisi par un concurrent évincé ou par un administré aux fins de se voir communiquer, en tout cas, les dits documents. Si vous n'avez pas mis spontanément à disposition ces documents, il est fort probable que cet administré ou ce concurrent évincé vienne à saisir la CADA. Et là, vous connaissez la procédure. La CADA
est saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus, et dès lors qu'elle est saisie, elle va émettre un avis sur le refus de communication, ce qui va ensuite ouvrir la possibilité au requérant de saisir le juge administratif. Et enfin, la responsabilité que vous avez en matière d'open data, elle est également envisagée sous l'angle de ce que vous ne pouvez pas communiquer. Donc, il faudra faire attention à ne pas communiquer des données dites non communicables ou des données à caractère personnel, ça on va y venir. Donc, pour conclure sur la responsabilité au titre des obligations en matière d'open data, finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas, en tout cas que c'est un faible niveau de responsabilité et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions ni financières ni de peine particulière infligée en cas de refus de communication. Et c'est pas du tout le cas en matière de traitement des données à caractère personnel. C'est pas du tout le cas, et là, vous avez dû en entendre parler, puisqu'effectivement, le RGPD est même venu muscler et renforcer les sanctions en cas de violation dans le traitement des données à caractère personnel. Ces sanctions, elles peuvent s'élever à 4% du chiffre d'affaires, elles peuvent aussi conduire à des condamnations pénales, on va y revenir. Donc, au titre du traitement des données à caractère personnel, la responsabilité de la collectivité peut être mise en jeu à un double titre. Il peut s'agir d'une responsabilité administrative, une sanction qui pourrait être prononcée par la CNIL, ou pénale, une sanction qui pourrait être prononcée par le juge pénal. Et quand même, un petit encart de conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il ressort des sondages que les administrés ont peu confiance dans la gestion par leurs élus locaux de leurs données à caractère personnel. Donc, être aujourd'hui pleinement responsable et prendre les mesures pour se mettre en conformité, c'est un gage de sécurité juridique et de confiance et de transparence vis-à-vis de vos administrés qui est très important et qui, derrière, pourra aussi venir garantir la bonne réussite de vos projets. C'est déjà fait. Maître, je vous remercie donc pour cette présentation. Donc nous allons prendre quelques minutes pour examiner les questions qui pourraient être posées par les différents participants. Donc je vous demande de rester quelques instants. On va couper le son quelques minutes. Je vous remercie.
Alors merci, on regardait vos différentes questions. On va y revenir successivement. Donc une première question qui sollicite, en tout cas qui veut savoir si la publication des modifications concerne également les avenants sans incidence financière. Donc c'est vrai qu'on a envie de se dire on va publier que les modifications importantes, mais les textes, eux, n'opèrent pas la distinction et ne se contentent pas en fait de nous dire qu'on doit publier à partir d'une certaine incidence. Ce qui est sûr, c'est qu'on a parallèlement à ça des articles qui régissent les cas des modifications des contrats de concession et de marché public. Donc les avenants de très très faible incidence, parfois il est possible qu'on n'avenante même pas le contrat, et donc que du coup, du fait qu'il n'y ait pas d'avenant, on ne publie pas la modification. Mais en tout cas, il n'y a pas de scission au sein des textes relatifs aux données essentielles sur l'incidence financière que pourrait avoir l'avenant. Ça, les textes ne le prévoient pas. Donc ensuite, une autre question, les données relatives à la sécurité publique sont-elles concernées? Alors c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, les données relatives à la sécurité publique sont considérées comme des données non communicables. Là, ça renvoie à la dernière slide où on évoquait les notions de responsabilité et où je vous disais que, au titre de l'open data, vous pouviez être responsable si vous publiez des données non communicables. Et bien très clairement, si vous publiez des données de nature à apporter atteinte à la sécurité publique, vous aurez une possibilité d'être condamné en fonction des conséquences que la publication de telles données pourrait avoir. Donc non, on ne publie pas de données non communicables. Qu'entend-on par la date de conclusion du contrat, date d'attribution ou date de signature par le pouvoir adjudicateur? Donc, on a surtout parlé de date de conclusion du contrat pour faire démarrer le point de départ du délai à compter duquel devaient être publiées les données essentielles. Et c'est là où je vous parlais du délai de 2 mois. Sinon, j'ai beaucoup plus parlé de la date, en tout cas de la nécessité de publier avant justement la conclusion du contrat. Et donc, la conclusion du contrat, c'est vrai que c'est une notion générique. En réalité, c'est surtout qu'il faut surtout publier avant l'attribution. Donc c'est la date d'attribution qui compte, puisque comme vous le savez, cette date d'attribution, c'est le point de départ du délai de recours pour faire un référé contractuel et non plus un référé précontractuel, tout comme faire un recours au fond. Ensuite, quelles seront les personnes habilitées à saisir la CADA lorsque mes données essentielles ne seront pas publiées? Donc là encore, je pense que c'est des questions qu'on se posera, mais telles que l'obligation a été formulée, et là je ne parle plus des ordonnances et des décrets concession et marché, mais plutôt de la loi Le Maire, telle que l'entend le législateur dans la loi Le Maire, c'est vraiment le passage d'une logique de demande d'accès à une logique de mise à disposition spontanée de l'ensemble des données publiques, en ce compris les marchés. Et donc on comprend que cette obligation, elle est très large et que la nécessité de mettre à disposition les données publiques s'applique pour tous. Donc on comprend que finalement, un administré pourra demander communication de données relatives au contrat. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça peut arriver. Des administrés demandent l'accès à des contrats alors même qu'ils ne sont pas concurrents évincés. Donc on n'a pas de restriction sur les personnes habilitées à saisir la CADA, comme on peut en avoir pour les personnes habilitées à former un référé précontractuel ou à former un recours contre la validité d'un contrat. Ensuite, il y a une question qui est très pratico-pratique et qui dit, dans le cadre du RGPD, un prestataire souhaite me faire signer un avenant de mise en conformité. Cet avenant précise qu'en cas de volonté de récupérer les données, cette prestation pourrait être facturée. Et la personne qui a posé la question se demande si le prestataire en question a le droit de facturer la récupération des données. Alors ça, malheureusement, c'est pas une question juridique, hein. S'il y a des abus des prestataires, et on sait qu'il y en aura puisque l'entrée en vigueur du RGPD fait que vous êtes de plus en plus approché par un certain nombre de prestataires qui souhaitent vous vendre des prestations autour du RGPD. Ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir signer des avenants afin de mettre en conformité avec vos sous-traitants. Je pense au fait que lorsque, par exemple, vous faites appel à votre assureur ou à votre banquier, ça n'est qu'un sous-traitant des données à caractère personnel de vos agents. Bon, bah là, il y aura peut-être des avenants de mise en conformité à préciser avec vos prestataires, en espérant qu'ils ne vous fassent pas payer ces avenants de mise en conformité.
Ensuite, une question certes, sur le secret des affaires. Donc, une question qui demande « Certaines informations relèvent du secret industriel et professionnel. Comment les distinguer ? Exemple du BPU, peut-on le communiquer ?» Donc, la définition du secret des affaires a été précisée dans les textes. Vous le verrez dans les annexes de la présentation. Je vous ai mis un récapitulatif à la fois de la position du Conseil d'État, mais également de ce qui figure dans la loi Le Maire et de ce qui figure dans les ordonnances et décrets concessions et marchés. En fait, on se rend compte que de plus en plus, on va devoir fournir un certain nombre d'informations qu'avant on considérait comme relevant du secret des affaires. On a des avis de la CADA qui sont de plus en plus qui ont tendance, en tout cas, la CADA a tendance en tout cas à avoir une position de plus en plus ouverte, et elle en vient même en tout cas à considérer que l'offre finale du candidat est communicable sous réserve des éléments couverts par le secret des affaires, mais ça laisse quand même présager d'une ouverture de plus en plus importante, en ce compris l'interprétation qui a été donnée par le Conseil d'État sur la slide que vous voyez. Donc finalement, le conseil en tout cas que je recommande en matière de secret industriel et commercial, c'est de ne pas prendre le risque à la place de votre délégataire, et que lorsqu'on vous demande de communiquer des informations qui relèvent selon vous du secret, c'est de d'abord transmettre les documents qui vous sont sollicités à votre délégataire afin que lui-même anonymise les dits documents. Et là, comme ça, au moins, vous faites porter la responsabilité sur votre délégataire et c'est pas vous qui prenez la responsabilité à sa place puisque c'est son secret. Ensuite, voilà, il y a une question qui dit « Ces obligations s'appliquent pour les contrats publiés à compter du 1er octobre 2018. Ceux publiés avant ne sont pas concernés. » Effectivement, la date du 1er octobre 2018 est très importante puisque ça n'est qu'à compter de cette date que vous devrez publier les données essentielles. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure ce webinaire. Écoutez, je vous remercie donc d'avoir assisté et participé donc à ce webinaire, et je vous invite à consulter le dossier du numéro de juin de la revue Contrat public, qui est consacré justement à la dématérialisation, un dossier dans lequel notamment vous retrouverez des analyses, des conseils ainsi que des retours d'expérience. Bien, voilà, je vous remercie. Merci.